Nous sommes contentes, avec Véronique, de venir parler aujourd'hui de la place du journal dans la carrière de chercheur de Philippe. Philippe, nous connaissons depuis longtemps. Nous avons eu la chance de travailler avec lui dans différents groupes de recherche, et en particulier dans le groupe Genèse et autobiographie de l'ITEM. En ce qui me concerne, je suis apaïste depuis 1993, je crois, et Véronique depuis fort longtemps aussi, depuis 2002, me dit-elle. Donc voilà, donc on va essayer d'expliquer autant que faire se peut tout ce que Philippe a pu apporter à l'étude du journal. Alors c'est pas la bonne heure pour parler 14h, 15h, après du four à la sauce, des choux à la crème. Le public risque d'être un petit peu endormi, mais on va essayer donc de ne pas trop vous endormir et d'articuler comme ça les grands temps de cette recherche. Alors, en fait, nous sommes ici grâce à Claudine Krishnan, que nous remercions de son initiative. Et donc, nous avons accepté, donc, avec un peu d'inconséquence tout de même, de faire cette présentation. Alors, pourquoi parler d'inconséquence ? D'abord parce que les trouvailles et les écrits de Philippe sur le journal sont fort nombreux. Et une heure de présentation ne suffira pas à en rendre compte. En outre, ce sont des écrits qui allient rigueur intellectuelle, une recherche scientifique exigeante, une capacité exceptionnelle à la divulgation des connaissances. Et donc, nous nous sentons un peu empruntés, un peu gênés pour exposer tout cela, mais on va faire aussi bien que possible. Alors, au moment de préparer cette conférence, m'est venue une idée. Peut-être aurait-il été préférable, pour rendre un juste hommage aux travaux de Philippe, de préparer un livret qui aurait comporté un bel article qui s'intitule « Le journal comme antifiction » et qui est apparu dans la revue Poétique en 2007. Donc un petit livret avec 7 articles, des extraits du Mois des Demoiselles, et puis aussi des extraits d'aux origines du journal personnel, ainsi que le formidable index analytique de Cherkayier. Et chacun, muni de son petit livret, serait allé lire dans son coin, et nous nous serions retrouvés pour quelques échanges. Mais bon, ce n'était pas la commande, donc ça sera une autre fois. Donc on va essayer de retracer cet itinéraire, tenter d'en identifier les étapes essentielles, l'allée cavalière et les chemins buissonniers. Et nous allons accompagner notre propos d'un petit PowerPoint, comme vous voyez derrière nous. Alors, le vidéoprojecteur est un peu en bout de course, nous a-t-on dit, il se voit. Alors c'est dommage, mais j'espère que pour les diapos suivantes, ça sera un peu plus clair. Mais bon, voilà, il n'est pas au mieux de sa forme, et donc l'image ne sera pas très nette. Bref, alors nous avons quand même ce petit PowerPoint. Nous compterons surtout les illustrations, et en particulier celle d'Alice Lejeune, donc la fille de Philippe. Alors, nous avons un des fils en personne, et nous aurons donc la fille grâce à l'image, Alice, et nous sommes très reconnaissantes à Alice de nous avoir envoyé les illustrations qu'elle avait réalisées pour le site de son père ou pour l'association pour l'autobiographie, et donc ce qui nous permettait évidemment d'avoir des fichiers pour les introduire dans un PowerPoint. Voilà. Alors, c'est un peu sombre, désolé, mais enfin on voit quand même.
Alors, le journal en chiffres, dans l'œuvre de Philippe, lecteur, chercheur et critique, ce sont 6 monographies en nom propre que vous avez ici, en particulier donc Cher Cahier, Le Mois des Demoiselles, Aux origines du journal personnel. Ce sont aussi 2 livres, 2 ouvrages en collaboration avec Catherine Bogart, Un journal à soi, histoire d'une pratique, Le journal intime, histoire et anthologie. Alors c'est ça, mais son œuvre, c'est aussi des éditions de journaux. Par exemple, l'édition du journal de Lucille Desmoulins, ou en collaboration avec Georges-Marie Duclerc, l'édition du journal de Marguerite Poiret, qui était une jeune Lorraine qui était envoyée dans les Sudètes entre 1943 et 1945. On trouve également des catalogues d'exposition, des collectifs. Alors, beaucoup d'entre vous doivent reconnaître le visuel de Toni Ungerer pour l'exposition de Lyon de 1997, qu'on retrouve aussi sur les petits cahiers qui sont en vente dans le stand là-bas. Et puis, eh bien, le journal, on en avait déjà parlé il y a 20 ans, à la faute à Rousseau, avec le dossier, donc un dossier, le journal personnel. L'œuvre de Philippe, ce sont également plusieurs préfaces pour des livres d'autres auteurs, que ce soit des journaux publiés ou des ouvrages sur le journal. Ce sont des dizaines d'articles sur des supports extrêmement variés, des revues pointues, spécialisées, ou également des médias visant un plus large public. Et certains des articles les plus notables ont été repris dans les brouillons de soie, dans Pour l'autobiographie et dans Signes de vie, le pacte autobiographique 2, c'est-à-dire trois ouvrages dont on reparlera tout à l'heure. Enfin, une section du site de Philippe, que je vous invite tous à aller voir si ce n'est pas déjà fait. Une section du site Autopacte est consacrée au journal, et on y trouve un tas de choses passionnantes. Donc la liste n'est pas exhaustive, mais donne une idée de l'ampleur de la recherche. Et nous avons décidé d'explorer cette nébuleuse par 4 moyens. Alors, d'abord une vue d'ensemble, avec, on va essayer de dégager quelques lignes de force. Ensuite, bon, il a bien fallu choisir, la mort dans l'âme, donc on a choisi de faire un zoom sur un chantier particulier. Et puis, on mettra l'accent sur le journal, non seulement comme objet de recherche, mais aussi comme outil d'investigation. Et enfin, on terminera par le journal, sous une autre perspective, le journal comme trait d'union entre une recherche pointue et une ouverture à un plus large public. Allons-y, jetons-nous dans le grand bain. Panorama d'une recherche sur le journal. Alors, quelle est la place du journal dans l'itinéraire d'universitaire et de chercheur de Philippe? Au début, il y eut l'autobiographie. Le journal, comme outil et objet de recherche, n'est venu qu'après. Et globalement, Philippe l'a beaucoup écrit, il y a eu 2 cycles, disons, dans sa carrière d'universitaire. D'abord un cycle 1, entre 1969 et 1986, sur l'autobiographie, avec des publications qui ont fait date, en particulier le pacte autobiographique, mais aussi Je est un autre, ou Moi aussi. Puis un second cycle, si je peux dire, commencé au milieu des années 80, qui a continué jusqu'à la retraite et bien au-delà, dont la liste de réalisations indiquée précédemment vous donne une idée. Philippe donc a commenté ce passage du cycle 1 au cycle 2. Il explique, je le cite, qu'il a peu à peu désinvesti
depuis les années 1980 par rapport à la construction autobiographique. Oui, moi, spécialiste d'autobiographie, je n'aimais plus l'autobiographie avec un grand A, mais je rêvais de textes autobiographiques morcelés, datés, suivant souplement au fil du temps, comme un journal, les métamorphoses d'une vie. Jusqu'aux travaux de Philippe, on s'était intéressé au journal, enfin bien sûr, mais on s'était intéressé d'abord et essentiellement aux journaux publiés. Et le plus souvent, aux journaux publiés d'écrivains connus, à savoir un genre littéraire. Avec Philippe, l'étude du journal n'est pas partie de l'univers des bibliothèques, mais des témoignages de diaristes contemporains, à savoir de la vie et de ses tâtonnements, ses temps morts, ses instants d'éternité. Autrement dit, le critique littéraire s'est fait sociologue pour aller décortiquer sur le terrain les pratiques des diaristes inconnus. Première étape, printemps 1987, une enquête par questionnaire auprès d'un groupe de lycéens, d'étudiants, de professeurs, 373 personnes interrogées, 231 quand même qui disaient pratiquer ou avoir pratiqué le journal. Et les résultats de l'enquête ont été publiés en 1990 sous le titre « La pratique du journal personnel, enquête ». Alors bien sûr, la modestie relative de l'échantillon n'autorisait pas de conclusion définitive, mais elle traçait une caractéristique, enfin une esquisse en tout cas des caractéristiques de la pratique. En février 1988, Philippe rédige pour un numéro du magazine littéraire sur les écrits intimes un article sur les journaux de non-écrivains. Et il profite de l'occasion pour lancer dans ce magazine un appel à témoignages sur la pratique du journal personnel. Et cet appel va susciter 47, on voit quand même quelque chose, va susciter 47 réponses auxquelles Philippe a répondu. Et ces témoignages, les réponses, les échanges ont fourni la substance de Cher Cahier, témoignages sur le journal personnel, et livre qui dresse une cartographie de la pratique du journal, dont on rend compte de façon détaillée l'index analytique dont je parlais tout à l'heure. Donc, alors que pour l'étude de l'autobiographie, donc Philippe était parti d'auteurs peu ou prou canoniques, et pour la plupart morts, il a commencé l'exploration du journal de façon assez empirique, en faisant appel surtout aux vivants. Mais ce n'était que le début d'une longue quête. Et donc on va essayer de dégager les caractéristiques de cette recherche. Évidemment, on ne va pas s'amuser à résumer ouvrage après ouvrage, article après article, mais plutôt on va essayer de dégager de ces chantiers successifs des traits récurrents. En bref, une personnalité de chercheur qu'on peut résumer peut-être en quelques formules: observer, nommer, investiguer, analyser, classer, reconstituer. D'abord, observer. Lire un journal, vous le savez, c'est lire une suite de fragments datés écrits par une personne connue ou inconnue au fil du calendrier. Mais c'est aussi prendre en compte un objet, puisqu'un journal se définit par son support, un graphisme singulier, enfin quand le journal n'est pas tenu sur ordinateur, des dessins, éventuellement des objets collés, agrafés, cousus, encartés, ce que Philippe a appelé le journal herbier. Et là je le cite: « Le journal est pour celui qui le tient une trace unique, un peu comme une œuvre d'art. Le papier, l'écriture, les décorations, les documents joints en font une sorte de reliquaire, et sa taille souvent immense s'accommode mal de la forme du livre qui oblige à des coupures. » De cette réalité, Philippe a tiré plusieurs conséquences. Alors d'abord, une conséquence pratique. Pour étudier un journal, il faut le voir. Et donc, fréquenter assidûment les archives publiques
ou privée. Et pour rendre compte de la matérialité du journal, il faut non seulement l'analyser, mais aussi le montrer. De là, le livre-album paru en 2003, ou des expositions, on en reparlera tout à l'heure. Deuxième conséquence, une conséquence éthique. Savoir observer, c'est ne rien exclure a priori, ne pas rester prisonnier d'un canon littéraire qui privilégie le perfectionnement de la forme, la non-linéarité de la composition, éventuellement la complexité du propos. Savoir observer, ça consiste aussi à s'intéresser aux écritures dites ordinaires, aux textes inédits, aux publications tombées dans les oubliettes de la mémoire collective. Comme le suggérait Philippe dans une lettre ouverte sur le journal intime en réponse à un lecteur qui avait commenté avec condescendance la publication des témoignages de diaristes dans Cher Cahier, donc Philippe lui répondait « La littérature est comme la musique, comme le sport. Elle ne vit que parce qu'elle est pratiquée par des millions de gens. » Savoir observer, mais aussi savoir nommer. Pour donner sa légitimité à un objet, il faut le décrire, mais aussi le nommer pour l'identifier et le faire reconnaître dans tous les sens du verbe. Et c'est là où le chercheur, critique, écrivain intervient. Un des talents de Philippe est d'avoir le sens de la formule et le sens de l'analogie concrète qui fait image devant les yeux du lecteur. On a parlé à l'instant du journal Herbier, mais il y eut aussi sous sa plume les journaux feuilletons, à savoir, je le cite, un journal que son auteur publie par tranches dans un temps relativement peu éloigné de sa composition. Un journal, donc, dont l'écriture s'offre à une lecture périodique, fragmentée. C'est par exemple les journaux de Julien Green ou de Claude Roy ou Charles Julie, etc. Et n'oublions pas cette autre expression, le journal monstre, qui suggère à la fois la longueur de certains journaux étendus sur des dizaines d'années et des milliers de pages, et leur caractère atypique qui les rend inaptes à la forme livre. Mais, puisqu'on est à l'appât, citons aussi la réponse d'un diariste apaïste à cette innovation terminologique. Dans une chronique de la faute à Rousseau, qui date de 2011, Axel Hardivilliers explique qu'il tient lui-même un journal de 35 000 pages, manuscrites, mais que la notion de journal monstre le contrarie. Si ce mot, alors je le cite, si ce mot composé peut refléter l'effarement de l'extérieur que provoque une montagne d'écriture, il ne correspond absolument pas à l'état d'esprit des scripteurs, maniaquement persévérants, qui découvrent toujours a posteriori que leur écriture intime a pris l'allure d'une performance quantitative dépassant les normes. Et il propose sa solution, le journal fleuve. Expression qui comporte bien les sèmes d'abondance, de flux, mais qui laisse de côté les caractères hybrides, composites, anomiques du journal mieux rendu par journal monstre. Alors, sur le chapitre de la nomination, il importe de parler de l'appellation journal personnel que Philippe a adopté dès ses premières publications sur le journal, tentant sur ce chapitre de bousculer les usages, puisqu'on parlait plutôt de journal intime. Alors pourquoi préférer personnel à intime? Bon. Un petit point de vocabulaire. Comme l'a souvent rappelé Philippe, l'expression journal intime privilégie la non-ambiguïté au détriment de l'exactitude. En français, journal sans qualificatif
induit une confusion avec la presse périodique. De là, l'ajout de l'adjectif intime qui se répand pour le journal personnel, qui se répand donc comme une traînée de poudre au XIXe siècle pour nommer le journal. Alors, ce problème qu'on a en français, on ne l'a pas forcément dans d'autres langues, comme l'allemand. Je vous ai mis les exemples Tagebuch, Diary, allemand, anglais, italien, il y a un terme spécifique et donc c'est plus simple. Or, la pratique du journal n'est pas forcément liée, ni seulement liée à l'exploration de l'intime. Et comme Philippe l'a bien montré dans ses études historiques, l'intimité n'est venue au journal que tard dans son histoire. Elle n'en est qu'une modalité secondaire. Et à l'heure de l'extrême facilité technique de la médiatisation de soi, on peut se dire que l'intimité n'est pas non seulement une modalité secondaire du journal, mais qu'elle est peut-être aussi une modalité passagère. Bref, en tout état de cause, l'expression plus large « journal personnel » a été privilégiée. Et s'il a relativisé la dimension intime du journal, Philippe a mis l'accent sur deux aspects primordiaux dans le journal, qui sont les suivants: l'essentiel et le rapport au temps, et le soutien que le journal apporte à la recherche de la vérité. Et c'est pour cette dernière raison qu'il propose, dans l'article de la revue poétique dont j'ai parlé tout à l'heure, de démontrer que le journal est anti-fiction. En effet, écrire son journal, c'est être embarqué dans le fil des jours, accumuler des traces, tel un fil d'Ariane. L'invention n'est pas le terrain de jeu du diariste, car le journal n'est pas un jeu, mais un besoin, une gymnastique d'écriture qui conduit à être à la fois dans la vie et en retrait de la vie, qui permet de réfléchir la vie et d'y réfléchir, tout en se maintenant en équilibre dans le flux du temps. Et là, je reviens à une citation de Philippe: « Le journal est un stabilisateur, écrit-il, un lieu où, au jour le jour, s'élabore l'identité narrative, c'est-à-dire la négociation du passé avec l'avenir. » Tenir un journal, c'est à la fois demeurer le même et devenir autre, insensiblement. C'est résister dans la durée. Journal anti-fiction, journal herbier, journal feuilleton, journal monstre, autant d'expressions qui donnent à la langue du chercheur des vertus à la fois didactiques et savoureuses. La langue de Philippe a du goût et son discours de chercheur a du rythme, car il sait investiguer et en rendre compte. On en arrive donc au troisième point, investiguer. Quand on pense au chercheur qu'est Philippe, on se dit qu'il est à la fois archéologue, détective, collectionneur. Archéologue, car il sait exhumer des traces de vie enfouies et des textes oubliés. L'image de l'archéologue revient d'ailleurs sous sa plume à plusieurs reprises. Quand il édite le journal de Lucile Desmoulins, il se rappelle sa visite du site archéologique de Glanoum, vers Saint-Rémy-de-Provence, et il se dit qu'il y a un peu du geste de l'archéologue dans la tâche de l'éditeur de journal. Je le cite: « Mon seul travail aura été de dégager les mots un à un, comme faisait à Glanoum une équipe qui travaillait sous l'œil des touristes. Moi aussi, j'ai mes petites brosses, mes pinceaux fins. Ce sont les battements de mes cils quand j'écarquille l'œil pour compter des jambages, dégager une virgule, lire un nom inconnu. Cette vigilance, cette propreté méticuleuse, c'est le début du respect et de l'amour. » Archéologue, mais aussi détective.
C'est le cas dans l'enquête passionnante au cœur des archives inédites des familles Coquebert de Montbray et Brognard. Philippe restitue une véritable sociabilité de l'intime, à savoir un réseau de journaux tenus dans un cercle familial entre 1780 et 1824. Alors, réseau qui progresse par essaimage vertical, car la pratique journalière se transmet de père en fils ou de mère en fille, et réseau qui progresse aussi par essaimage horizontal, car les journaux sont tenus conjointement par des proches et font parfois l'objet donc d'une communication partielle entre cousins, etc., etc. Donc, au bout du compte, ce sont 3 générations de diaristes et 9 journaux qui constituent ce réseau. Bon, c'est impossible de résumer cette enquête touffue, allez la lire aux origines du journal, mais je vais quand même en raconter une des péripéties. Alors bon, j'essaie de simplifier un petit peu. Alors, la bibliothèque municipale de Rouen, c'est là où ça commence. La bibliothèque municipale de Rouen abrite un manuscrit, et ce manuscrit comprend ce qui est appelé le journal de la vie d'Ernest. Ce journal de la vie d'Ernest est tenu par son père, Charles-Étienne Coquebert de Montbray. C'est-à-dire que le père tient la chronique des 3 premières années de vie de son fils, né en 1881. Mais une petite sœur est née en 1882, et c'est la mère, Charlotte, qui va prendre la plume, tenant un journal à la fréquence relativement distendue. 11 entrées entre 1784 et 1799. 11 entrées en 15 ans, une entrée par an à peu près, qui composent le livre de Cécile. Et donc, qui compose une sorte de journal d'éducation. Mais Cécile, devenue jeune fille, commence elle-même son journal en septembre 1799. Elle a 17 ans. Et elle entreprend le journal stimulée par l'exemple d'Alexandre Brognard, jeune savant proche de la famille Coquebert de Montbray, qui tient lui aussi un journal et dont elle est éprise. Bon. Début novembre 1799, Alexandre demande à Cécile de l'épouser, mariage qui aura lieu quelques mois après. Dans son livre « Aux origines du journal personnel », Philippe a préservé le rythme progressif de la recherche, avec son lot d'hypothèses et de démarches. Quand il lit le journal de Cécile, donc journal qui va de 1799 à 1801, donc lorsqu'elle est fiancée, jeune mariée, etc., le chercheur imagine combien serait intéressant de pouvoir également lire celui d'Alexandre. Or, du journal de ce dernier, il y a des traces, ce journal fut la propriété au début du XXe siècle d'un académicien géologue, Louis Delaunay, qui en publia même en 1933 dans la Revue de France quelques extraits. Voilà qui met en appétit le chercheur, décidé à retrouver coûte que coûte le journal d'Alexandre Brognard. Point de trace des archives de Louis Delaunay, le géographe, académicien, etc., qui possède le journal, dans les bibliothèques. Qu'à cela ne tienne, Internet facilite les recherches généalogiques. Philippe retrouve les petits-fils de Louis Delaunay, qui l'incitent à fouiller dans les placards de la maison familiale. Le journal d'Alexandre est retrouvé. Philippe a la possibilité de le consulter, n'y trouve pas ce qu'il cherchait, mais y trouve autre chose. Il s'était imaginé lire des journaux croisés de fiancés. Ce que j'ai découvert, écrit-il, était bien au-delà de ce que j'attendais. Bien plus qu'un journal de fiançailles énamouré, le journal d'Alexandre est un gros pavé, plus de 1000 pages, fort épais, couvre en fait une douzaine d'années, de 1790 à 1802, et constitue un exemple rare à ce jour de journal de formation d'un jeune homme sous la Révolution française. La recherche, comme le journal, est toujours inachevée. De fil en aiguille,
on est toujours porté à continuer, à chercher une autre perspective, une autre idée, un autre manuscrit, en bref, une pièce complémentaire qui sera la plus belle, parce que ce sera la dernière. Et lorsque la recherche constitue, ou plutôt s'intéresse à la fabrication d'un corpus, la fièvre du chercheur n'est pas loin de celle du collectionneur. Dans Écrire sa vie, Philippe dit compter parmi ses péchés mignons le goût des collections, qui s'est donné libre carrière à partir du moment où il est entré dans l'immense domaine des écritures ordinaires. Je le cite. Arrêtons-nous donc un moment sur un exemple qui fait partie, je vous ai donné mon exemple préféré, c'est-à-dire celui du Mois des Demoiselles, cette collection des journaux de jeunes filles du XIXe siècle, menée avec passion en 1991 et 1992. L'enquête et la quête sont lancées le 1er juillet 1991 par un appel sur France Culture. Parallèlement, Philippe épluche la cote Hélène 27 de la Bibliothèque nationale et se tient aux aguets de toutes les pistes que des rencontres de hasard peuvent lui offrir. Et on reconnaît dans son journal, le journal de recherche qui constitue une partie du Mois des Demoiselles, on reconnaît dans son journal le battement de cœur du collectionneur à l'arrivée d'une pièce de la collection qui se distingue des précédentes. 3 janvier 1992. Reçu une proposition d'un journal de jeunes filles juives d'Alsace, aide institutrice dans un pensionnat. 3 pages spécimens très naturels et surtout assez différents. Arrivera-t-il un moment où tout nouveau journal me semblera tellement pareil à ceux que je connaîtrais déjà que j'éprouverai, au lieu de la gourmandise actuelle, satiété. Pour l'instant, j'ai encore le sentiment de m'avancer dans un territoire vierge et de pouvoir, à chaque tournant, rencontrer de l'inconnu. Bien sûr, il ne s'agit pas, pour le collectionneur-chercheur, d'attendre le chef-d'œuvre. Il s'agit pour lui de construire un ensemble de textes qui fait sens. Autrement dit, de dégager du chaos de la réalité, et là encore je le cite, une série de textes qui montrent l'éventail des manières de dire sa vie dans une situation donnée, et de traiter ces textes non pas simplement comme des documents, mais comme des textes à part entière, c'est-à-dire des faits. Mais la recherche ne s'arrête pas à la constitution du corpus, il faut aussi savoir le décortiquer. Donc l'étape suivante, je crois qu'il marche. L'étape suivante, une fois qu'on a amassé les joyaux, le butin et la collection, va consister à l'analyser, le classer et le reconstituer. Savoir analyser, classer, reconstituer, mais aussi déplacer les questionnements, c'est ainsi que Philippe a fait entrer le journal dans l'univers de la critique génétique. Une partie de son travail sur l'autobiographie s'est fondée sur la génétique textuelle. On pense en particulier à 2 livres, Les Brouillons de soi, qui est apparu en 1998, et Autogenèse en 2013. Alors, pour ceux qui ne seraient pas forcément familiers de cette discipline, la critique génétique, c'est une méthode critique qui consiste à remonter autant que possible aux sources du texte, aux brouillons et aux manuscrits en particulier. Alors, cette approche, elle est évidemment très très fructueuse dans le domaine de l'autobiographie, parce qu'on voit, pour le dire très vite, comment dans une autobiographie, chacun de nous, chaque auteur, peut construire une image publique. Et parfois, sous la pression des éditeurs ou sous la pression de leur ego, les écrivains, les autobiographes ont tendance un peu à lisser leur plume, au singulier et au pluriel du mot plume. Alors, a priori, le journal, lui, il n'est pas dans cette problématique-là. Donc, il est très hardi de vouloir appliquer les méthodes de la critique génétique à quelque chose qui est une pratique de l'instant, finalement. Mais Philippe, qui a de l'audace, théoriquement parlant,
à l'idée de tenter l'aventure. Alors dans un article important qui s'intitule « Le journal jeunesse d'une pratique », article paru dans la prestigieuse revue Genesis en 2011, et croyez-moi, ce n'est pas un mince exploit, il va examiner la question de la frontière de l'œuvre quand on parle de journal, soulignant que, a priori, sauf à être vraiment très très bien renseigné, personne ne connaît la date de la fin de son journal, parce que la fin du journal peut coïncider avec l'extinction de l'envie de le tenir ou l'extinction de la vie, plus simplement. Donc modifier rétrospectivement des entrées, modifier le texte de son propre journal, c'est une dénaturation. Ou plus exactement, c'est un changement de régime, et là je cite Philippe, « Tout changement ultérieur, adjonction, suppression, déplacement, substitution, me ferait quitter le territoire du journal pour glisser vers celui de l'autobiographie. » Et en abordant ce point théorique très particulier, Philippe pose la question de ce qu'on pourrait appeler l'authenticité d'un journal, la question qui est évidemment très proche et très chère, très proche des préoccupations de l'APA et très très chère à l'esprit dans lequel elle fonctionne. Quelle est la marge de correction finalement quand on est diariste, quand on écrit un journal? Qu'est-ce qu'on peut s'autoriser? L'ordinateur, qui va être évoqué, et je vais en reparler dans Cher Écran, permet-il d'envisager autrement la composition de son journal, des entrées? Permet-il d'élargir, par exemple, le seuil de retouche acceptable? Est-ce qu'on peut étudier le journal et sa genèse autrement, en remettant au centre la question du temps? Et Philippe a développé un concept très difficile à mettre en œuvre, parce qu'il est gourmand en temps, mais qui est passionnant, c'est la rythme-analyse. Essayer de voir dans une vie à quel moment un diariste écrit plus, à quel moment il écrit moins, répond à des événements internes à sa vie, externes, etc. Alors dans cette approche, on voit qu'il y a bien sûr une connaissance du texte, de la littérature, mais on a également des dimensions d'anthropologie, on a des dimensions de ce qu'on appelle la médiologie, quand on touche à l'outil qu'est l'ordinateur. Et ce sont autant de dimensions qui viennent nourrir cette réflexion, qui est déjà très riche et qui multiplie comme ça les façons d'entrer dans un texte et de le penser. Une autre question cruciale que nos amies éditrices de journaux qui sont parmi nous aujourd'hui connaissent bien, c'est celle de la publication des journaux. Parce que ce geste, parfois, il est accompli du vivant de l'auteur ou de l'autrice, mais souvent il l'est à titre posthume. Et là encore, on va parler d'une opération qui va modifier plus ou moins la nature du texte. Sauf que, Philippe le souligne, cette modification n'a pas ordinairement le sens positif que peut avoir le travail d'édition lorsqu'on passe du texte manuscrit au texte imprimé. On aurait quelque chose de plus complet, de plus élaboré, de plus fin. Or là, au contraire, dans le cas du journal, il y a, et je reprends les mots de Philippe, dégradation et appauvrissement qui menacent, ne serait-ce que parce qu'on perd la trace manuscrite, et c'est justement cette perte de la trace que tentait de réparer les initiatives évoquées par Françoise, à savoir un journal à soi, l'ouvrage et la grande exposition qui montrait justement des manuscrits. Donc quand on publie, finalement, on prend un objet de pur présent, qui est le journal, un objet qui est censé être tout de même imprégné très fortement de spontanéité, et on en fait une histoire, avec un début et une fin, une histoire que souvent on va alléger, parfois toiletter, et parfois même recomposer. Et pour prendre un exemple, l'étude de la jeunesse des journaux d'Anne Frank, que Philippe a effectuée, donc des journaux qui ont été publiés à titre posthume par son père, eh bien cette étude permet de comprendre que ce geste de retravail sur le manuscrit d'un journal peut être dicté par un désir tout à fait sincère et honnête, celui de faire revivre une parole éteinte à partir d'une série de textes complémentaires, à partir des traces qui restent, puisque Anne Frank n'avait pas terminé de retravailler elle-même son propre texte. En ce sens, une étude scientifique comme celle qu'il mène, ça a aussi une valeur de preuve, une preuve presque judiciaire, dans ce cas d'espèce-là,
puisque cette édition du journal devait quasiment faire face à des accusations de révisionnisme de la part de l'éditeur. Mais cette approche, elle nous invite aussi, nous les lecteurs, à nous questionner sur la différence qui peut exister entre de très beaux objets éditoriaux que l'on tient entre nos mains, des objets qui sont préparés, qui sont annotés avec soin et avec en plus le souci du confort du lecteur, qu'il puisse se repérer et comprendre quelque chose grâce à des notes, des chronologies, et le caractère râpeux, brut du journal manuscrit, avec ses répétitions, ses obsessions, ses échappées et ses aveux. Et comme toujours dans son travail, Philippe s'abstient de distribuer les bons et les mauvais points. Il n'y a pas de bonnes et de mauvaises pratiques, chacun fait comme il le peut, au mieux, en fonction des exigences de la situation. Mais le recours très audacieux et vraiment novateur qu'il a fait à la génétique textuelle est vraiment aussi une invitation à réfléchir à la responsabilité à l'heure de travailler sur ces textes, responsabilité qui est celle des éditeurs, des critiques, et même des lecteurs que nous sommes. Toujours très bricoleuse. Donc nous avons tenté de dresser un portrait du chercheur. Nous voudrions montrer la variété de ces chantiers. Philippe a lu, transcrit, analysé, monté en série, édité des journaux de toutes époques, 18e, 19e, 20e siècle. Son approche l'a conduit d'un côté à faire l'histoire du journal, une histoire fondée sur l'enquête et la découverte de textes qui permettait de dessiner les contours d'une pratique naissante. Et de l'autre, il a sondé les formes les plus contemporaines du journal. Il s'est aussi intéressé à des diaristes de tous les âges. La toute jeune Ariane Grimm, née en 1968, qui avant ses 17 cahiers de mémoire tenus entre ses 10 et 16 ans, tente 5 débuts de journaux pendant son année de CE1. Il s'intéressait à une cohorte de jeunes filles, de Lucille Desmoulins et son journal, donc 1788-1793, à Franc et son journal en ligne de 1999, en passant par Claire Pic, qu'il faut mentionner quand on est à Ambérieux, Claire Pic, Catherine Pozzi, Anne Frank, Marguerite Poiret, La Claire, née en 1962 et son journal Herbier, et combien d'autres dont Philippe fut le délicat porte-voix. Et n'oublions pas tous les écrivains et écrivaines, connus, méconnus ou inconnus, jeunes ou vieux, dont Philippe nous a fait redécouvrir les cahiers. C'est Stendhal, Benjamin Constant, Maurice de Guérin, Henri-Frédéric Amiel, dont il décortique les débuts de journaux. C'est Pierre-Hyacinthe Azaïs, né en 1766, musicien et philosophe, qui a tenu de 1811 à 1844 un journal anniversaire. Ça va faire une idée pour vous, je le sens. Un journal anniversaire, à savoir 365 journaux particuliers, un pour chaque jour de l'année, un système pratique quand on veut faire des comparaisons à travers le temps. C'est Eugénie de Guérin, dont Philippe a écouté le rythme de la prose journalière. C'est Paul Léotot, également auquel il applique un traitement audacieux. Il compare une conversation de Léotot avec Julien Binda, autre écrivain, et cette conversation, elle s'est tenue en fait en septembre 1950. Et elle a été enregistrée à l'insu des deux vieux écrivains dans un studio de l'ORTF par un technicien que la conversation avait dû amuser. Et donc Philippe a comparé, et c'est un article absolument succulent, cette conversation avec ce que Léotot en a retranscrit le soir même dans son journal. Autre écrivain mis à l'honneur, Claude Mauriac,
dont il scrute les vertigineux montages réalisés par l'auteur dans le temps immobile, à partir de son journal original. Autre exemple, je ne les citerai pas tous, Jean Donostia, dont Philippe nous avait présenté en juin 2010, lors d'un séminaire de l'ITEM, un des volumes de journal intitulé « 50 rues de Combray », composé en 1975-76, où le diariste, pour explorer ses souvenirs d'enfance, s'appuie sur la lecture et le commentaire d'un autre journal, celui de celle qu'il appelait sa tante Marion. Alors, la liste est bien évidemment incomplète, c'était difficile de faire un choix, et nous avons opté pour un chantier de la fin du XXe siècle qui témoigne de la curiosité toujours en alerte du chercheur. Nous allons vous parler d'un ouvrage qui est effectivement très représentatif de la force de nouveauté d'une pensée, mais aussi d'une très profonde bienveillance dans l'accueil. Enfin, ce terme est malheureusement très galvaudé, mais d'une très profonde générosité dans l'accueil de textes qu'on ne connaît pas ou qui ne ressemblent pas à nos pratiques. On va vous toucher un petit mot de chair écran. Alors, Philippe s'est beaucoup intéressé à ce qu'on pourrait appeler les formes nouvelles du journal qui ont été suscitées par les innovations technologiques. En effet, ces chantiers de recherche des années 1990-2000 ont correspondu à l'installation dans les foyers de ce qu'on appelait alors la micro-informatique, c'est-à-dire des ordinateurs. Et rappelons également qu'en 1989, le scientifique Tim Berners-Lee a découvert Internet, une invention qui s'est très rapidement démocratisée. Philippe a immédiatement l'intuition que et l'outil et le réseau sont susceptibles de bouleverser en profondeur la pratique diaristique. Et il va naître de cette intuition l'ouvrage qui s'intitule « Chair écran », paru en octobre 2000, qui est une double enquête, et là nous retrouvons notre Philippe détective, autour de la pratique du journal sur ordinateur, ainsi que sur les premiers journaux en ligne, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, hein, évidemment. Alors il faut mesurer là aussi l'audace, qui consiste à étudier des supports non imprimés, même pas imprimés, aurait-on dit à l'époque, des objets assez inhabituels dans un monde universitaire qui, à l'époque, est très secoué par l'apparition du livre électronique, qui est encore dans les limbes, mais qui suscite déjà tout un tas de craintes, de fantasmes, et qui sont un sujet de polémique vive. Lorsqu'on relit ce livre, plus de 20 ans après les faits, c'est absolument passionnant. Puisque, bien sûr, comme tout livre qui traite d'un phénomène d'actualité, certaines remarques ont été démenties par la suite, notamment, justement, tout ce qui touchait à la bienveillance qui entourait à l'époque ces cercles très fermés d'internautes, cette impression de cocon, d'entre-soi, de fraternité qui soudait les premiers groupes de diaristes en ligne. Là, je ne vous fais pas un dessin, nous n'en sommes plus là aujourd'hui. Mais la plupart des constats opérés par Philippe, non seulement n'ont rien perdu de leur pertinence, mais en plus ils impressionnent par l'intuition profonde qu'il a à ce moment-là de la reconfiguration du paysage de l'intime qui s'esquisse sous ses yeux. Alors l'ambition initiale du livre était d'aborder cette pratique extrêmement contraire finalement à une image figée mais que nous chérissons, celle du cher journal, du cher cahier manuscrit et secret que l'on serre contre son cœur, mais d'aborder ce nouveau territoire de l'écriture internet en se dépouillant de tout préjugé, et je reprends les mots de Philippe, montrer simplement le problème dans sa complexité. Et c'est un bel oxymore, hein, montrer simplement le problème dans sa complexité. Et j'ai pensé après coup, on a pensé que ça pouvait s'appliquer à presque l'essentiel de son travail de chercheur. Alors, le pari est tenu, mais là aussi, grâce à la mise en œuvre d'une méthodologie singulière, celle de Cherkaïé en fait, qui n'a été rendue possible qu'en prenant fortement en compte le point de vue des praticiens, pour ne pas dire des pratiquants, de ces nouveaux types de journaux, journaux tenus sur ordinateur et journaux en ligne. Et donc, notre enquêteur réapparaît, vêtu de nouveaux atours, donc c'est l'enquêteur de Cherkaïé, c'est l'enquêteur du Mois des Demoiselles, qui est cette fois collectionneur et limier, mais en ligne. Philippe, tu fus peut-être l'un des premiers cyber-enquêteurs.
ce qui se traduit par l'écriture d'un journal de recherche, le journal de recherche de l'enquêteur, qui va rendre compte de l'aventure, comme le faisait justement Le Mois des Demoiselles. Alors, suite à un appel à témoins, parce que quand on est un bon enquêteur, on mène l'enquête et on appelle des témoins. Donc, suite à un appel à témoins qui est diffusé dans la presse littéraire en juin 1998, donc l'appel à témoins commence par ces mots: « Vous tenez un journal personnel sur ordinateur, je cherche des témoignages de cette pratique nouvelle. » Philippe Lejeune recueille des réponses. Il va recueillir 66 réponses. Et ces réponses, il en tire une brève synthèse qui sert en fait d'introduction, puisqu'il publie cette synthèse, puis il publie également 27 extraits des 66 réponses qu'il a reçues. Alors, c'est très intéressant de lire ces témoignages, puisque certains parlent de l'ordinateur comme un chat qui ronronne. Ça me parle, vous le comprendrez. D'autres soulignent que cet ordinateur, justement, contrairement au cahier, leur a permis de prendre la distance nécessaire pour comprendre la dépression ou la maladie qu'il traversait à ce moment-là. Et il ressort de ce constat quelque chose d'étonnant, c'est que l'ordinateur n'abîme pas du tout l'envie de tenir son journal, n'abîme pas non plus, contrairement à ce qu'on pourrait croire, sa confidentialité. En revanche, que l'ordinateur peut régler un autre rapport au temps, à la trace, selon qu'on choisit ou pas de l'imprimer, et surtout à l'écriture, avec justement la question des retouches et des repentirs, puisque dans un travail de traitement de texte, on peut, et là je cite Philippe, comme dans la peinture à l'huile, retravailler indéfiniment sans qu'il y reste trace. Et on voit ici déjà apparaître finalement ce qui se traduira plus tard dans les brouillons de soie dont je vous ai parlé, c'est-à-dire le goût de faire une sorte de génétique du journal. Et là la question c'est mais comment faire une génétique du journal avec des traces qui sont aussi changeantes? Donc à travers ces réponses, on voit comment chacun fixe finalement ses propres limites, limites de temps, limites de style, à l'empant de ses reprises. Et on voit aussi que ces reprises ne sont pas, contrairement à ce qu'on pourrait croire, qu'une insincérité ou que justement un désir de présenter une belle image de soi. Alors, on a franchi le cap de l'ordinateur, mais on ne s'arrête pas en si bon chemin, puisque dans la deuxième partie, notre détective collectionneur s'est immergé dans le monde encore naissant des journaux en ligne. Et là encore, pour un ouvrage qui a presque 25 ans, on voit transparaître une problématique qui va devenir déterminante, c'est-à-dire le mouvement, le flottement accéléré des frontières entre ce que l'on perçoit comme intime, donc intime, secret, caché, au plus proche de nous, et ce que l'on accepte de livrer à autrui. Donc on voit déjà apparaître dans cette étude qui a plus de 20 ans la porosité qui va être de plus en plus grande entre la sphère publique et la sphère privée, et on voit la naissance de ce que Serge Tisseron, plusieurs années après, en 2011, nommera l'extime, dans un espace spécularisé, dans un espace où tout le monde regarde finalement, qui est celui du web. Alors la gageure de Philippe, c'est de lire sans juger, malgré un sentiment premier de, et là je le cite, caricature ou de prostitution. Et plusieurs des témoins qu'il a interrogés dans la première partie de l'enquête sur le journal sur ordinateur disent soit, oui pour moi le journal sur ordinateur ça ne pose pas de problème, mais le journal sur le web, quelle horreur. Et certains ont des mots très durs, ils parlent d'indécence, ils parlent de déballage de soi. Et Philippe, lui, tente régulièrement d'adoucir les siens de mots, et notamment parce qu'il questionne à intervalles réguliers sa légitimité pour en parler. Et là encore, il le fait sous la forme d'un journal de recherche, et il écrit « J'ai choisi la forme journal pour exprimer ma subjectivité, et dans ce journal, il se surprend à voir qu'il se laisse charmer par 4 sur 6 des journaux qu'il est en train de lire, alors qu'il pensait que ces journaux, il n'allait pas les aimer. Et très sincèrement, il raconte sa volte-face, et ben non, je pensais que je n'aimerais pas, et finalement, j'ai changé d'avis. » Et pour ce corpus-là, comme pour ces autres chantiers, le démon de la théorie, le vilain démon de la théorie qui guette tout universitaire, va s'effacer justement devant l'enquête et presque au-delà dans ce livre par les échos en sympathie, pour reprendre une terminologie chère à Lapin, qu'elle va susciter chez Philippe.
Nuit après nuit, le chercheur s'aventure sur le net, lisant tout ce qu'il peut, et dans ce journal de lecture et d'analyse qui associe presque en temps réel le lecteur du livre Cher Écran à l'exploration, l'enquêteur commente avec humour et parfois un peu d'humeur quand il est fatigué ceux qu'il suit au fil de leur publication. Alors du côté des déceptions, il y a le mélo crème fouettée d'Arlène et de Pascal qui l'en vient à soupçonner d'être un faux couple. Il dit c'est pas possible, tant de crème chantilly là. Il y a ce qu'il appelle les raplaplas et les chichiteux. Et puis du côté des bonheurs, il y a un jeune homme qui se fait appeler Mongolo, jeune étudiant en informatique qui a le même âge que le fils de l'enquêteur. Et ce jeune étudiant analyse finement les ressorts de sa pratique, à tel point que Philippe Lejeune se dit « mais ces gens-là, il faut que je leur parle ». Donc il va envoyer des messages pour pouvoir rentrer en contact avec eux et discuter de leur pratique. Et à chaque fois, il réinsère ce droit de réponse ou ces retours critiques dans une sorte de postface qui est en fait un autre pan du journal de recherche. Le journal de recherche est en 2 parties, avant, après. Donc il y a un véritable dialogue qui se noue avec ces enquêtés, mais également avec le lecteur que nous sommes. Et parfois, les dernières pages du livre vont trahir cette petite chose, comme lorsque, par exemple, Philippe écrit « J'avoue avoir plaisir à bavarder avec », et là il y a un point de suspension, « avec vous ». Et ce « vous », c'est à la fois les gens à qui il écrit, les gens qui lisent la nuit, mais c'est nous aussi, à qui il fait part de ses recherches. Et il écrit « Ça me ferait deuil d'arrêter ». Et il a du mal à clore ce journal de recherche. Donc on a ici un exercice d'accueil, de remise en question, qui va dresser un portrait vivant, par bien des points toujours d'une grande actualité, comme je vous le disais, du paysage en ligne, et qui va poser des questions de fond, à savoir la permanence du geste d'écrire, le goût du secret, qui hante peu ou prou chaque diariste, la volatilité des écrits, le besoin de nouer des liens communautaires pour une pratique solitaire, et le paradoxe d'une visibilité planétaire qui n'empêche pas les diaristes de se croire seuls au monde. Et si vous tenez le choc, ça va, vous tenez le choc? Bon, très bien. Vous êtes braves, vous êtes valeureux. D'accord. On va vous parler, peut-être en accélérant un petit peu, du journal comme outil de recherche, puisque je vous en ai dit quelques mots. Une des préoccupations de Philippe Lejeune, et ça c'est quelque chose de capital hein, dans son travail de chercheur, c'est d'éviter les théories trop écrasantes ou les constats trop définitifs. Il ne souhaite pas généraliser à outrance. Et vous savez, ce fameux pacte autobiographique, qui est maintenant, pour beaucoup de lycéens, l'alpha et l'oméga de la recherche en autobiographie, il a dit à plusieurs reprises qu'il aurait préféré que dans son esprit à lui, c'était plutôt un point de départ qu'un point d'arrivée. Donc la remise sur le métier de sa méthodologie, celle qu'il a utilisée en tant que chercheur en autobiographie, elle peut tout à fait s'appliquer à son approche du journal. Il écrit « Le but n'est plus d'établir un corpus avec des fixités rassurantes, mais de comprendre la variabilité historique qui s'ouvre à la fois vers le passé et l'avenir. » Alors, ça ne signifie pas à renoncer à penser un phénomène dans sa globalité, ce serait mal connaître notre enquêteur-collectionneur, mais c'est plutôt de prendre en compte dans sa vision tout un entour, les circonstances pratiques, financières, familiales, sociales, qui entourent l'écriture d'une autobiographie ou la tenue d'un journal. Philippe confesse dans Cher Écran qu'il se sent plus l'âme d'un Montaigne que celui d'un Descartes. Donc je vous ai touché un mot justement de ce dialogisme qui était mis en œuvre dans Cher Écran. Et il le fait, ce journal de recherche, parce qu'il a le sentiment qu'une position de retrait ou d'observateur extérieur ne peut pas suffire. Il parle d'aller sur le terrain, de ne pas se comporter comme l'ethnologue qui fraternise avant de repartir. Donc ça signifie d'accepter les volte-face, les contradictions, et on le voit à plusieurs reprises aussi bousculé dans ses propres certitudes. Et ça, il n'hésite pas à le dire et à l'écrire dans ses journaux de recherche. Je pensais que, mais finalement. Et il insiste également beaucoup, aux origines du journal personnel, sur les limites individuelles de la compréhension de chaque lecteur, de chaque chercheur, parce qu'on n'a pas tout en main. Il y a des archives manquantes, il y a des textes détruits, des textes disparus. Et cette modestie
qui imprègne l'œuvre et qui n'a vraiment rien d'une posture, va nous inviter, nous, qui sommes chercheurs, à mettre de l'eau dans notre vin théorique. On élabore non pas seulement à partir de ce qui est, mais on élabore surtout à partir des traces que le temps nous a laissées, à partir des langues qu'on lit et qui nous ferment celles qu'on ne lit pas, à partir de ce que l'on sait sans toujours être conscient de ce que l'on ignore. Donc finalement, enquêter en prenant un journal, son journal de chercheur comme boussole, c'est assumer que la subjectivité est partie prenante de l'enquête, qu'elle va l'enrichir et la complexifier. Et un autre très bel exemple de cette démarche est donné par l'étude intitulée « Nous autres avocat », publiée aux éditions du Mot Conduit, et Laurence est parmi nous aujourd'hui, qui est un livre qui a été écrit par le parrain de Philippe, André Pézard. Et il a choisi, Philippe, de rendre compte, dans une chronique au long cours, qui là aussi s'apparente beaucoup à un journal de recherche et à un carnet de bord, de cette recherche, donc ses progrès, la découverte incessante et en même temps complètement affolante de nouvelles archives qui sont très très nombreuses pour Pézard, puisqu'il y a à la fois un carnet de guerre, mais un carnet antérieur à la guerre, des lettres, de la correspondance, un dactylogramme et même des photographies prises sur la butte de Vauquois. Et on voit, à travers ce journal de recherche, ce que d'ordinaire on ne voit pas quand quelqu'un fait une recherche en génétique, c'est-à-dire ce tropisme à la Sherlock Holmes, les emballements, les déceptions, le vertige et parfois le découragement devant l'ampleur de la tâche, et la joie immense quand on tire les fils, on trouve les archives et qu'elles se répondent. Et c'est ainsi, par facettes, que le chercheur, mais aussi Filleul, a déplié un millefeuille archivistique qui était très complexe. Il nous fait vraiment beaucoup voyager, hein, de Marseille à Varsovie. Et on entend dans ce livre la voix du Filleul, justement, et de l'homme, qui est taraudé par une interrogation plus intime qu'une simple interrogation scientifique. Comment un être cultivé, raffiné, sensible, comme l'était André Pézard, peut-il regretter la guerre, cette œuvre de mort et de massacre? Et toute cette étude qui est menée du journal et des écrits de Pézard montre que ce n'est pas du tout d'elle, ton auteur de Nous autres avocat, la nostalgie, mais de la fraternité qu'elle a su créer entre ceux qui se sont retrouvés ensemble au combat. Et dans cette étude génétique, on entend comme une espèce de musique, de sous-conversation, l'histoire d'une rencontre à travers le temps, celle d'un filleul avec un parrain qu'il a connu, mais dont il a pourtant ignoré une part essentielle de son vivant. Et cette étude, elle affirme par la pratique une conviction réitérée avec une vigueur douce et intacte qu'il ne saurait y avoir de recherche dans le domaine des écrits personnels, de l'autobiographie, des journaux, sans un engagement humain et émotionnel à la hauteur des vies qu'on explore. Alors, on va maintenant, mais on va s'arrêter, rassurez-vous, à un moment donné, mais on va quand même vous toucher quelques mots du travail de recherche qui va au public, parce qu'il vous est très familier. Françoise a parlé d'entreprises scientifiques nombreuses, riches, variées, mais elles se sont accompagnées d'un souci de diffusion, de partage et d'action. Et dans un article qui s'appelle Itinéraire, le mot est au pluriel, d'une recherche, paru dans Écrire sa vie, aux éditions du Mot Conduit, Philippe explique comment il a souhaité s'aventurer hors de l'université, dans la société française, pour faire reconnaître la valeur de l'autobiographie. Ce désir débouche sur la création de l'Association pour l'autobiographie et le patrimoine autobiographique, cofondée donc en 1992 avec Chantal Chaverriat-Dumoulin et installée ici même, à Ambérieu. Vous savez tout ce que l'association héberge comme richesse: un fonds de texte autobiographique, des échos de lecture, une revue, la Faute à Rousseau, le garde-mémoire, l'index informatisé du garde-mémoire, des collaborations avec d'autres centres d'archives et des journées comme celle qui nous réunit aujourd'hui, 32 ans plus tard. C'est pas mal, 32 ans quand même. Une entreprise dans le temps qu'on mène pendant 32 ans, c'est même admirable.
Alors le fond très riche, et là je remercie Lucille Marson qui est parmi nous aujourd'hui, qui m'a permis de réaccéder au garde-mémoire. Il comprend, alors j'ai eu du mal à compter, mais j'ai compté avec l'article LE, donc il comprend à peu près 3400 textes, 500 contiennent le mot journal dans leur titre et 1000 échos font référence au journal, ce qui nous met une proportion, on n'a pas eu le temps de retrouver le chiffre, mais apparemment tu parlais d'une proportion de 20%, peut-être quelque chose comme entre 20 et 25%. Donc Philippe a lui-même écouté, comme on dit, plusieurs textes, comme le fonds Donostia, le fonds Roland Louvrier, le fonds Xavier-Édouard Lejeune, mais surtout, il y dépousse ses trouvailles, des journaux inédits, parfois transcrits par ses soins, celui de François Delelion de Torigny, celui d'Alexandre Brognard, dont parlait François, celui de Marie-Louise Duvernois, d'Émile Guiton, ou encore les pages transcrites des carnets de Pézard. Et cet inventaire, qui est issu des gardes-mémoire, nous dit qu'il n'y a pas de petit ni de grand journal, et que tous, intellectuels ou écrivains de l'ombre, ont leur place dans ce fonds. Et au-delà d'un accueil physique, c'est un accueil presque personnel, psychologique autant que patrimonial, qu'a mis au point l'APA, ce système élaboré et délicat des échos, auquel Philippe a consacré un très bel article dans Écrire sa vie, qui s'appelle « Lire en sympathie ». Et une des phrases va résumer finalement la philosophie de l'APA. Ces journaux, nous avons à les accueillir, les comprendre, les accepter tous, quoi qu'ils contiennent. Donc chaque déposant reçoit une lettre, mais aussi un écho de lecture qui se veut aussi bienveillant que possible et en tout état de cause jamais critique. Ce qui est la garantie que le texte aura pris vie au moins dans le regard d'une personne. Et si le déposant le désire, il peut autoriser une consultation plus large. Alors les verbes qu'utilise Philippe, accueillir, accepter, ce sont de beaux verbes, mais ce sont des verbes qui peuvent être lourds de sens lorsqu'un journal déplaît, heurte ou attriste. Il n'en demeure pas moins qu'ils sont la pierre angulaire d'un refus de la hiérarchisation d'une part et du jugement moral de l'autre. Je cite Philippe, « Notre fond nous apparaît de plus en plus comme une sorte de roman unanimiste ou d'autobiographie collective, peignant sous toutes ses facettes la société française du XXe siècle. » En ce sens, Philippe le Jeune peut être considéré comme le cofondateur en France d'un mini-conservatoire de la diversité humaine et comme le co-instigateur de la préservation de sa mémoire. Et à la lumière de l'actualité qui est la nôtre, en ce 6 juillet 2024, on mesure l'immense valeur de cette entreprise qui est aussi une véritable école de tolérance et d'acceptation d'autrui. Je vais garder ouvert. Au-delà des passionnés d'écriture de soi, comment faire connaître le journal à un plus large public? Comment faire voir les journaux? Comment exposer l'intime? Comment donner une idée à un assez large public de l'émotion que connaît un chercheur en déchiffrant des cahiers manuscrits? Et ce sont les questions qui ont conduit Philippe à envisager une exposition de journaux, idée proposée à l'APA, idée réalisée avec Catherine Bogart à la Bibliothèque municipale de Lyon en 1997. Relisez le chapitre de Signes de vie, chapitre qui s'intitule « Un journal à soi, de l'exposition au livre ». Dans ce chapitre, Philippe raconte l'élaboration de l'exposition, la conception du scénario de l'exposition, qui devait raconter en détail la vie d'un journal, depuis sa naissance jusqu'à sa mort, ainsi évidemment que la recherche des journaux qu'on voulait exposer. Plus de 200 journaux ont été exposés, d'auteurs connus ou de diaristes obscurs. Je me rappelle être allée de Blois à Lyon pour voir l'exposition et l'avoir visitée avec jubilation. Il m'en reste seulement quelques images, rendues brumeuses par l'oubli, celles de superbes livres de bord du XVIIIe siècle, les lignes tassées du journal de Lucille Desmoulins, les planches d'un livre de Wolinski, Le Bécoteur, journal intime d'un lycéen qui ne pensait qu'à ça. Et dans la brume ouatée de ma mémoire infidèle, une seule image vraiment nette, celle de la longue vitrine murale où étaient abrités les 17 cahiers de mémoire d'Ariane Grimm, chacun ouvert à une page. De l'exposition naîtront d'autres idées, d'autres initiatives, toutes destinées à donner couleur, voire mouvement, à l'écriture vive du journal.
Ce sont par exemple, j'ai déjà cité plusieurs fois, le beau livre-album paru en 2003 chez Textuel. C'est aussi la réalisation sur Arte d'une soirée thématique sur le journal en 1998, journal intime, strictement personnel, avec parmi les documentaires de la soirée, un film réalisé par Roland Allard sur le journal d'Ariane Grimm, Bonjour Petit Copper. Alors, après avoir longuement éprouvé votre patience, nous allons conclure, enfin, pour dire que la contribution de Philippe à l'étude du journal est donc originale, vous l'avez compris, décisive, véritablement radicalement nouvelle. D'abord parce qu'il a tenu à envisager cet objet comme une pratique, avant de considérer le journal comme un objet littéraire. Et cette démarche a ouvert le champ très différemment, puisque les écritures ordinaires, les journaux d'adolescents, de jeunes femmes, de citoyens anonymes et les journaux en ligne ont trouvé leur place dans un paysage où ils n'en avaient guère, sinon à la marge, en anthropologie ou dans les sciences de l'éducation. Si on prend bel et bien en compte le mouvement, le texte brut et le geste qui produit le journal, celui-ci ne peut plus être lu seulement comme le produit de l'activité d'un écrivain, un produit fini, saisissable avec des outils stylistiques. Il nécessite, le journal, de recourir à l'histoire, comme aux origines du journal personnel, à l'histoire sociale, à celle des sciences et des techniques, comme dans Cher Écran, à la compréhension du contexte religieux, économique, familial, comme dans Le Mois des Demoiselles, qui a entouré sa production, à l'éclairage des contextes d'élaboration et d'édition. C'est donc une recherche d'une grande ambition qui a multiplié les prismes et qui s'attache à capturer, au plus proche, le mouvement de la vie, celui-là même que tente de capter le journal. Comment Philippe y parvient-il si bien ? D'abord, il y a un goût de la pédagogie et du gai savoir, distillé sans jamais une once de pédantisme. On ne lit pas un ouvrage de Philippe comme un essai ordinaire, on le lit plutôt comme une longue lettre, comme un journal partagé, et parfois même comme un roman plein de mystères et de rebondissements. On goûte son écriture, son style dont Françoise a parlé, toujours limpide, toujours fluide, aimanté par le souci d'être clair et compris. On goûte son élégance douce et sûre, qui est déployée pour mieux faire briller le butin d'orpailleur qu'il souhaite exposer à notre regard. Derrière le Philippe Lejeune critique, il y a un Philippe Lejeune écrivain, et c'est peut-être aussi sa merveilleuse aptitude à raconter des histoires qui contribuent à l'allant de sa recherche et à la portée pédagogique de celle-ci. Le lire, c'est avoir l'impression qu'un ami nous prend par la main pour nous inviter à voyager avec lui dans des terres encore vierges, encore inconnues. Bien sûr, il n'oublie pas les outils du cartographe, mais il sait faire primer l'observation. Il défriche et il déchiffre, obligeamment pour nous, les forêts d'archives. Il ne porte pas de jugement moral sur ce que les uns et les autres confessent, ni esthétique sur le produit fini. S'il en préfère certains, si d'aucuns l'agacent, car après tout on est humain, et cette humeur fait partie de l'aventure, ce n'est pas pour autant qu'il se voit rejeté ou condamné. Un autre point remarquable du travail de Philippe réside dans le fait qu'il pratique un positionnement critique et subjectif singulier, pas si loin de ceux des ethnologues ou des anthropologues qui travaillent, eux, en immersion de longue durée. Mais le chercheur revendique l'affirmation de sa subjectivité, qu'il substitue à une prétendue neutralité. Il dit je dans plusieurs de ses ouvrages, il utilise la médiation du journal de recherche, il lance des correspondances, il nous raconte ses journées dans les archives derrière l'écran. On pourrait considérer que c'est contradictoire à la science, on pourrait être envahi par ses affects, mais pas du tout, puisque cette subjectivité, elle est d'abord là pour faire résonner la parole de l'autre, pour donner une forme de chair à ce qui pourrait lasser dans l'inventaire ou décourager dans la hauteur conceptuelle. Donc nous mettons nos pas dans les siens, au rythme de sa passion contagieuse, et nous redevenons l'enfant à qui on narre la grande aventure des journaux perdus et retrouvés, cryptés, décryptés, dispersés et reconstruits. On pourrait aussi souligner le virage essentiel, et Françoise en a parlé, de Philippe, ce passage de l'autobiographie au journal, qui va ouvrir également, pour nous, pour le lecteur que nous sommes, un espace de réflexion sur nos propres pratiques d'écriture, mais aussi sur notre relation au temps, au quotidien et à la mémoire. Mais peut-être le plus remarquable reste-t-il la façon dont ce travail, qui détonnait déjà beaucoup sur le plan des canons universitaires, a essaimé au-delà de l'université, justement, pour s'engager dans ce que Philippe Lejeune appelle l'action directe, à savoir la création de l'APA.
Ce fonctionnement respecte l'intimité des diaristes, tout en leur permettant de trouver un lieu où leur texte est lu et accueilli, sans que quiconque soit exposé plus qu'il le désire. Et peut-être est-ce là-dessus qu'il faudrait conclure, sur cette intelligence de la patte humaine, sur le caractère délicat, plein de pudeur dans la recherche sur l'objet du journal, ce refus de l'effraction de l'intimité, celui-là même qui nous a d'ailleurs conduites, Françoise et moi, en élèves attentives, à ne pas nous aventurer sur le terrain de la pratique privée du chercheur. Sur la façon dont lui-même a demandé asile au papier, Philippe s'est exprimé dans un article intitulé Lucullus din chez Lucullus, paru dans Signe de vie et auquel nous nous permettons de vous renvoyer. On est frappé par le fait qu'il y ait beaucoup question de secrets, de tiroirs fermés, d'espaces protégés et de chambres dans lesquelles on répugne à faire pénétrer autrui. Philippe le Jeune cite Antoine Métral. « Ainsi livré à moi-même, avec ces feuilles où j'imprime ma pensée comme des baisers secrets sur des lèvres tendrement aimées, je le déroberai au regard curieux des hommes. On peut aimer beaucoup cet objet fascinant qu'est le journal sans l'accaparer, sans se l'approprier, sans mettre le pied dans la porte, ni trahir le diariste. Et la méditation sur cette distance à conserver est peut-être une des leçons les plus subtiles et les plus précieuses que nous délivre ce riche itinéraire critique. Merci beaucoup. Bonjour, merci pour cette perspective qui donne toute sa cohérence et toute sa finesse à l'œuvre de Philippe le Jeune, avec ce parcours non universitaire, insistons là-dessus quand même, et qui crée sa propre structure, la PA, qui dure depuis si longtemps, etc. Mais j'aimerais peut-être un tout petit peu revenir à ce qui me semble, moi, l'origine de tout ça. C'est la découverte par Philippe des papiers de son ancêtre qui a vécu le siège de Paris et qu'il a publié dans Calicot, qui est un livre merveilleux qui devrait être réédité, tout à fait, qui est vraiment un témoignage absolument incroyable sur le siège de Paris. Ah, je ne peux pas faire plus fort avec le micro. Il faut avaler le micro. Je ne peux pas. Oui, Calicot, oui. Calicot, voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire sur Calicot et ce qui me semble la source de tout le travail de Philippe, à la fois le travail des archives, la découverte d'un journal, la mise au jour de ce journal. Voilà, c'est vraiment pour moi quelque chose de très important, la base de tout. oui, merci beaucoup. C'est sans doute un oubli. Je veux pas dire ça. Si, d'une certaine manière, si. Mais bon, on ne pouvait pas tout dire, il y avait trop de choses. Est-ce qu'il y aurait une autre question ou sur un point où on n'aurait pas été clair, ou je sais pas, une curiosité, oui. Oui, vous n'avez pas beaucoup non plus évoqué la relation avec Chantal Chavegna et le journal de Claire. de sa grand-mère, hein, je crois. Alors je ne sais plus si c'était la grand-mère ou l'arrière-grand-mère. Oui. Et qui a été à l'origine de la PA. J'ai quand même dit qu'on devait citer Claire Pic parce que nous Voilà. étions à Amberieux. Voilà. C'était un peu abusif, effectivement. Voilà, ça nous donne envie de relire. Enfin, moi j'ai lu tous les livres de Philippe le Jeune, de les relire et ces livres sont merveilleux. Celui que j'ai préféré, moi, c'est Le Mois des Demoiselles. Je le relis souvent. Merci Philippe, qui a créé la PA aussi et qui nous a apporté beaucoup à tous et toutes.
Je ne voulais pas parler, mais s'il n'y a pas d'autres questions, je ne voudrais surtout pas. Mais moi, je suis sans voix parce que, bon, je voudrais vraiment, bien sûr, merci Philippe et merci à vous deux d'avoir relevé ce défi et d'avoir accompli si magnifiquement. Moi, je suis tout émue de cette mission quand même ô combien périlleuse de parler devant Philippe et de parler, je ne sais pas, aussi finement, même pour... bon, ici, je pense que tous, hein, nous avons lu ces livres, mais je trouve que vous en avez montré tous les aspects et vraiment, je vous remercie parce que je sais à quel point, pour diverses raisons, c'est extrêmement difficile et je trouve que franchement, c'est magnifique, là. Je vraiment, et moi j'ai été très, très touchée, je suis très touchée par tout ce que vous avez dit là sur les différentes étapes et sur tous les aspects de son œuvre. Donc vraiment, merci à tous. Je vais juste dire un petit mot personnel, je vais payer de mon écho. Quand j'ai rencontré Philippe et Catherine Violet, parce que Catherine c'est une personne qui était très très importante, puisqu'ils ont cofondé le séminaire Jeunesse et autobiographie. C'est ce jour-là que j'ai fait la connaissance de Françoise, d'ailleurs, c'était au séminaire. Et moi, je leur dois tout, parce que j'étais embourbée dans les méandres d'une thèse interminable sur la poésie contemporaine, j'étais complètement intoxiquée de langage, je n'en sortais pas, etc. Enfin, rien n'allait. Et ça a été comme vraiment renouer avec la vie, pouvoir parler de choses qui avaient un intérêt, pas seulement, je veux dire, dans les murs de l'alma mater, de l'université, mais pouvoir parler de quelque chose qui était en prise avec la vie. Donc pour te répondre, Claudine, à vaincre sans péril ou en triomphe sans gloire, parce que c'est un vrai plaisir et c'est une vraie chance, et peut-être que le fait de se connaître depuis longtemps, peut-être que l'amitié fait presque oublier à quel point le chercheur est extraordinaire, et là c'était l'occasion de refaire le voyage dans son œuvre, donc c'était une très belle proposition. Merci beaucoup.